Niels Metzer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Mon nom est Niels Metzer, je suis suisse, je suis professeur de droit international à Genève et à Glasgow, et je suis aussi le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce travail de rapporteur spécial de l'ONU sur la torture? Et aussi vraiment comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a d'autres rapporteurs spéciaux sur la torture? Vous êtes le seul? Quelles sont vos prérogatives? Voilà. Oui, effectivement, il y a des rapporteurs spéciaux sur différents sujets, différents droits de l'homme. Donc, pour moi, le sujet, c'est l'interdiction de la torture et des mauvais traitements. Après, il y a d'autres sur la migration, sur le droit à la nourriture, le droit à la vie. Donc, mon mandat se concentre sur l'interdiction de la torture et des autres mauvais traitements. Et puis, les rapporteurs spéciaux, c'est des experts indépendants qui sont nommés par les Nations Unies, donc par les États, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour un mandat de 3 ans, une fois prolongeable, donc en total 6 ans maximum, de couvrir un tel sujet. Il y a aussi des rapporteurs spéciaux qui couvrent des pays conflictueux, par exemple la Corée du Nord, il y a un rapporteur spécial sur l'Iran, voilà. Et puis ce qu'on fait, dans mon cas, c'est j'ai 3 voies d'action principalement. Donc une fois je fais des interventions pour des individus, pour des victimes de la torture, et puis donc je peux recevoir des allégations par des victimes s'ils ont accès, si c'est possible, mais aussi leurs membres de famille, leurs avocats, des ONG, ou même des journalistes, juste n'importe quel témoin qui a des informations fiables peut les soumettre à mon mandat. Et puis j'essaye donc de consolider ces informations, puis je vais les soumettre au ministre des Affaires étrangères de ce pays-là, du pays concerné, et je demande une clarification et notamment la protection de cette personne. Ça, c'est la première voie. La deuxième, c'est que je fais des visites de pays officiels où j'analyse tout un système carcéral, aussi, disons, le service de police, leurs règles d'engagement sur l'usage de force, par exemple, pendant la gérance, comme on dit, d'assemblée des manifestations, ou des arrestations, ou justement la conduite des interrogatoires. Donc je visite là aussi les prisons et je fais des entretiens avec les prisonniers sans témoin. Et la troisième voie, c'est que je peux prendre des sujets plus larges, disons la migration et l'impact de notre politique de migration sur le risque de la torture mondiale. Et je peux faire un rapport, et 2 fois par an, je fais un tel rapport thématique que je soumets à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, et puis aussi au Conseil des droits de l'homme à Genève. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai ma présentation devant l'Assemblée générale à New York concernant un rapport qui va traiter de la question de la responsabilité pour donc pénale, mais aussi civile et administrative pour des violations de l'interdiction de la torture. Et au niveau du fonctionnement concret, financement, équipe, comment ça fonctionne? C'est un mandat qui est non payé, donc c'est effectivement une position honoraire. Tout ce qui est payé, c'est les dépenses. Donc, pour le voyage ou d'autres dépenses qui sont liées directement à l'opérationnel de mes activités. J'ai une équipe, normalement, ça devrait être 3 personnes, mais en réalité, c'est maximum 2, voire des fois juste une personne qui soutient mon mandat, qui est payée, elle, par les Nations Unies. En l'occurrence, il y a aussi la Suisse qui finance une deuxième position d'une employée qui est un membre de mon staff qui travaille pour moi. Et voilà, c'est tout. Après, c'est très très limité, les fonds sont extrêmement limités, ce qui limite aussi notre impact.
C'est la même chose pour tous les mandats des rapporteurs spéciaux. Et de mon avis, c'est pas forcément un accident, parce que les États se plaisent un peu dans cette action de créer des mandats. Ils se félicitent d'avoir créé un mandat pour protéger les pauvres victimes contre des violations de leurs droits humains. Mais après, on ne nous donne pas les moyens à effectivement assurer cette protection, n'est-ce pas? Et si donc on veut réaliser des projets, des consultations avec des experts pour avoir ou produire, disons, des vidéos ou des outils pour avoir un impact sur des réseaux sociaux, quelque chose comme ça coûte de l'argent. Donc il faut aller chercher de l'argent chez les États. C'est des extra budgetary funds. Et puis après ça, les États vont décider s'ils trouvent que c'est un bon projet ou non, ce qui, effectivement, formellement, on est indépendant, mais tout de suite, ça affecte aussi notre capacité de choisir librement comment on veut exercer nos mandats. D'accord. Et niveau financement, du coup, vous gagnez comment votre argent? Ça, c'est alors hors du mandat, à travers ma fonction du professeur. Du coup, ce mandat, vous ne pouvez pas le faire à 100%. Oui, mais ça veut dire que je travaille à 200%. Voilà, d'accord. Donc c'est sur vous que ça repose. Ouais, voilà, okay. Absolument. Et ma famille, malheureusement, ouais. Est-ce que vous pouvez encore juste nous donner un exemple de quel type de cas vous avez, dont vous vous occupez, qui prend contact avec vous, juste qu'on se rende un peu compte de ce que ça représente? Donc, c'est très, très, très large. Hein. Donc, je reçois 10 à 15 demandes par jour et je peux traiter une. Donc, ça, c'est très, très frustrant. Donc, je dois faire des choix très durs. Je priorise toujours les cas qui sont urgents et qui sont encore, disons, dans une situation où je peux encore espérer à pouvoir avoir un effet positif. Donc, s'il s'agit des gens qui ont été tués, torturés et tués, de mon avis, c'est des cas très importants. Il faut clarifier ces cas. Il faut poursuivre les responsables. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être fait par des procureurs ou des organisations qui ont beaucoup plus de moyens. Après, s'il faut arrêter une situation intolérable comme en Syrie, où il y a toute une guerre avec des dizaines de milliers de gens en prison qui se font torturer systématiquement, j'ai pas les moyens je peux intervenir, mais je vais rien changer. Mais après, c'est des cas spécifiques qui restent un peu au-dessous du radar du public, où moi je peux vraiment mettre la lumière là-dessus, rendre attentif les autorités, rendre attentif le public, et puis essayer encore par exemple, arrêter une exécution, empêcher qu'il y ait des punitions corporelles, par exemple, ou s'il y a des migrants qui sont bloqués entre les frontières et qui sont dans une situation vraiment dangereuse. Donc je peux là intervenir, et justement aussi des gens qui ont peut-être pas accès à des avocats, qui n'ont pas accès à les ONG, dans des situations très très difficiles, ou des cas qui sont ignorés pour des raisons politiques, parce que c'est trop dangereux, on veut pas s'en occuper, parce que les donateurs, autrement, ils aiment pas, et puis ils vont pas nous donner les fonds. Donc là, mon indépendance, et le fait que je suis pas dépendant de l'argent parce que j'en ai pas, ça peut être utile, n'est-ce pas? Là, j'ai une liberté, si je prends au sérieux mon mandat, à vraiment insister que ces cas-là aussi reçoivent l'attention qu'il aurait dû. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez un pouvoir juridique au niveau du droit international parce que vous représentez l'ONU, ou parce que là, dans ce que vous dites, on a plutôt l'impression que votre pouvoir, il est médiatique, presque, je dirais. Vous mettez la lumière sur un cas et comme vous êtes l'ONU, enfin, vous représentez l'ONU, ça a un impact? C'est une bonne question. Mais la réponse est non. J'ai pas de pouvoir judiciaire. Donc,
mes opinions, c'est les opinions d'un expert indépendant qui était nommé par l'ONU, mais qui ne parle pas pour l'ONU. Donc j'ai un statut un peu élevé et très respecté, mais ça reste un statut individualisé. Donc c'est la crédibilité et l'intégrité personnelle qui compte. Mais maintenant, il faut quand même tenir responsable les États. S'ils créent des mandats comme ça, je suis pas une ONG, je suis pas un journaliste, et je veux pas dire que les journalistes et les ONG sont pas à prendre au sérieux. Au contraire, il faut. Mais en plus, si les États ont créé un mandat, c'est les États qui m'ont choisi, qui m'ont nommé, qui m'ont dit, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, soumettez à nous des allégations de torture et nous, on va faire en sorte qu'on clarifie la situation, qu'on assure que cette interdiction soit respectée, que les victimes sont compensées et que les tortureurs sont punis. Parce que ces obligations-là, ils sont là, c'est des obligations dans les conventions internationales. Donc les États doivent, et ça c'est pas, justement, ça c'est une obligation légale, universelle. Les États, dès qu'ils ont reçu des allégations crédibles que un acte de torture a eu lieu, ils doivent lancer immédiatement une enquête indépendante, donc indépendante du gouvernement, et clarifier la situation. S'ils trouvent qu'il y a eu un acte de torture, il faut donc poursuivre le responsable ou les responsables et il faut les punir. La punition doit correspondre à la gravité, on dit, la gravité du crime. Et puis, les victimes doivent être compensées complètement et réhabilitées. Donc, c'est des obligations très, très vastes. Moi, c'est pas moi qui ai inventé ces obligations, c'est les États qui les ont formulées et signées et ratifiées. Et après, ils m'ont nommé pour contrôler la mise en œuvre de ces obligations-là. Donc, si je leur soumets des allégations, c'est pas un jugement d'une cour, mais ça déclenche toute une chaîne d'obligations qui sont contraignantes. Pas envers moi, mais envers le système international. Donc si après les États ignorent mes interventions, c'est pas juste comme ça qu'ils ont la liberté de le faire. Ils sont juridiquement obligés, en fait, d'interpréter ça comme des allégations consolidées et puis de commencer leurs enquêtes. Juste deux dernières choses là-dessus. Il me semble que vous avez le droit seulement de vous occuper des cas qui vous ont été présentés. Vous ne pouvez pas vous-même en prendre un comme ça, c'est juste? En principe, oui, je peux. Bon, je suis mandaté aussi à chercher des informations. Donc, si j'ai des raisons à soupçonner qu'il y a effectivement des violations de l'interdiction de la torture, mais il y a personne qui peut me soumettre des allégations ou des preuves, je peux aller les chercher aussi activement, mais proactivement. Mais en principe, je devrais quand même m'occuper de ce qui est soumis. Et puis, il me semble que est-ce que votre je ne sais pas comment on doit dire, rapportariat, vous faites partie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Le Conseil même, les membres du Conseil sont toujours des États. Mais je suis nommé par le Conseil. Donc je suis comme un conseiller, disons, qui n'est pas employé, mais nommé, c'est une nomination politique par les États. Donc votre indépendance, elle est vraiment totale. Une fois que vous êtes nommé, vous faites comment vous pensez. Je suis même obligé de le faire. Donc je suis obligé à confirmer, à assurer que je vais exercer mes fonctions dans une indépendance complète, que je vais refuser toute instruction d'une partie, soit privée, même étatique, même
secrétaire général des Nations Unies ou le haut-commissaire sur les droits de l'homme ne peut pas me donner des instructions. Maintenant, il y a un code de conduite que je dois respecter, et si je ne le respecte pas, s'il y a vraiment de sérieuses violations, après, les États membres du Conseil des droits de l'homme peuvent retirer le mandat. Mais c'est de nouveau une décision politique à retirer mon mandat. Mais il n'y a pas de... Je ne suis pas un employé qui a des obligations juridiques envers les Nations Unies. Merci pour cet exposé très clair de votre rôle de rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Est-ce que vous pourriez maintenant nous expliquer pourquoi, dans ce rôle, vous vous êtes intéressé à Julian Assange? Quel est le lien entre Julian Assange et la torture? Comment vous êtes arrivé là-dessus, puisque ça fait à peu près 2 ans et demi que vous êtes investi dans cette affaire, il me semble, très investi. Pourquoi? Comment vous en êtes arrivé là? C'est assez intéressant qu'au début, je voulais pas du tout m'occuper de ce cas-là. C'était en décembre 2018, il était encore à l'ambassade équatorienne à Londres. Et puis ses avocats m'écrivaient une lettre ou un message demandant mon intervention. Et puis il disait que ses conditions de vie à l'ambassade étaient inhumaines. Mais je me souviens juste que j'étais en train d'écrire un rapport pour le Conseil des droits de l'homme, d'ailleurs sur les liens entre la corruption, la grande corruption politique et la torture, donc un rapport thématique. Et puis, c'était assez ironique, et là arrive donc cette demande sur mon écran que justement les avocats d'Assange demandent ma protection, mon intervention. Et puis, j'avais tout de suite cette réaction instinctive. Non. Je ne vais pas me laisser manipuler par ce violeur, cet hacker, cet traître. Et puis, là, il faut, évidemment, comme j'ai expliqué, c'est normal pour moi de devoir dire non 10 fois par jour et de faire ça assez rapidement. Je ne peux pas me réfléchir une demi-heure sur chaque cas, je n'ai pas le temps. Mais là, spécifiquement, je me souviens que c'était une réaction émotionnelle, mais assez inconsciente quand même. Et 3 mois plus tard, en mars 2019, donc encore avant, quelques semaines avant son expulsion de l'ambassade, les avocats sont revenus. Et ils ont dit, bon, on a vraiment des rumeurs que bientôt il va se faire expulser et peut-être transférer directement aux États-Unis. Voilà, il y a quelques pièces de preuves. Ils m'ont envoyé une analyse médicale d'une médecin américaine très très respectée, une des premières médecins indépendantes qui a visité Guantanamo, qui est très connue, très compétente, et c'est pas une activiste Assange, WikiLeaks. Et puis elle l'a visité à l'ambassade, et puis il est arrivé à la conclusion que effectivement ses conditions de vie remontent à des traitements inhumains, en violation de la Convention contre la torture. Et là, je me dis, bon, si cet expert-là arrive à ces conclusions, il vaut mieux que je m'en occupe, parce que la torture, les mauvais traitements, c'est mon mandat quand même. Mais je pouvais pas m'imaginer. J'avais aussi cette image, comme beaucoup de gens, de ce garçon gâté qui fait du skateboard dans une ambassade et qui veut éviter des procédures pour viol en Suède. Puis, donc, c'était vraiment une image très très négative. Mais je me suis rendu compte à ce point que je savais même pas pourquoi j'avais cette image. Parce que j'avais pas des points de référence, les preuves. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir un peu le cas et dit bon, alors je prends un moment pour vraiment regarder toutes ces pièces qu'ils m'ont envoyées, les avocats. Et dès que je faisais ça, il y avait des contradictions qui commençaient à sortir. Donc ça collait pas avec ce narratif public.
Et ça m'a intrigué parce que je pensais que si quelqu'un comme moi, qui travaille depuis 20 ans avec des violations de droits de l'homme, qui est mandaté à poursuivre des cas comme ça, si moi je me laisse tromper par un narratif public, alors je ne peux pas critiquer les autres. Et donc c'est là où je me suis dit, je me dois professionnellement, mais aussi personnellement, moralement, aller regarder de plus près. Et j'ai réalisé aussi très très vite que le cas est tellement politisé que je ne peux pas vérifier les informations qui circulent sur l'Internet et qui me sont soumises par les avocats ou par les gouvernements. Donc je dois vraiment y aller moi-même et le visiter moi-même avec des médecins pour avoir des experts indépendants encore avec moi. Et donc j'ai demandé aux Équatoriennes et puis aux Britanniques, aux autorités, de geler la situation, de ne pas l'expulser de l'ambassade, de me donner 2 semaines, que j'aimerais bien venir avec les médecins et donc l'examiner en l'ambassade, interviewer des gens, mais aussi les autorités des 2 pays, à haut niveau, essayer de trouver une solution qui soit vraiment compatible avec les droits humains et les droits internationaux en général. Et puis, j'ai fait une communication de presse le 5 avril, le vendredi soir, pour assurer que le week-end, il n'y avait pas des magouilles des États. Et je faisais ça vraiment selon le protocole, comme on fait, diplomatique. Et j'étais convaincu, bon, on parle les Anglais, c'est pas un rogue state, hein, donc c'est quand même un peu l'exemple du rule of law, de l'état de droit. Donc j'étais convaincu, je dormais sur les 2 oreilles, comme on dit, hein, parce que j'étais convaincu qu'ils vont respecter mon mandat, puis on aura peut-être des accords, mais ça va être clarifié d'une façon civilisée et très très contrôlée et correcte. Donc, le lundi, le 8 avril, j'ai encore envoyé les lettres en papier aux 2 missions, donc d'Équateur et de l'Angleterre à Genève, pour demander leur accord que je fasse cette visite. Et 3 jours plus tard, le 11 avril, Assange était expulsé de l'ambassade. On lui a retiré donc le statut d'asile, on lui a retiré sa nationalité équatorienne, parce que la constitution équatorienne interdit l'extradition des nationaux, donc des citoyens, à d'autres pays. Donc on devait d'abord lui retirer la nationalité équatorienne, après retirer le statut d'asile. Ça, de nouveau, en tant que juriste, je peux dire oui, c'est possible, on peut obtenir un statut d'asile, on peut aussi le retirer, mais c'est toujours une procédure juridique qui est sujet à des procédures régulières. Donc on peut faire appel à un tribunal, mais non, chez lui, il n'y avait aucun droit, aucun avertissement, il n'avait pas le droit de consulter avec ses avocats, il était expulsé dans l'heure. Et puis arrêté donc par la police britannique dans cette ambassade, et puis apporté à la station de police britannique. Puis 2 heures plus tard déjà, il était devant le juge pénal. Donc c'est bien planifié, parce que le juge pénal, normalement, il ne peut pas s'organiser de faire une audience juste l'après-midi, hein, si quelqu'un arrive. Parce que c'était pas un juge pour confirmer la détention, donc préliminaire, mais c'était un juge pénal. Donc c'était une audience sur une procédure pénale formelle. Ils l'ont condamné le même après-midi, après une audience de 15 minutes, où Assange n'avait pas le temps de préparer avec son avocat. Et puis là, il était condamné pour violation de sa liberté sous condition 7 ans plus tôt.
quand il avait pris asile donc, à l'ambassade, parce qu'il devait être extradé à la Suède. Maintenant, tout ça est très souvent expliqué comme quoi il voulait justement évader la justice, il ne voulait pas se présenter devant le tribunal suédois pour les accusations de viol. Mais en fait, et ça c'est extrêmement important, il n'a jamais essayé d'éviter ça. Il avait peur que les Suédois allaient le extrader aux États-Unis. Et il avait des bonnes raisons, parce que quand il était en Suède, quand il était soupçonné de viol, il s'est présenté à la police volontairement. Donc il était présent, il était censé de partir après quelques jours. Je pense le 25 août, donc les premières soupçons étaient le 20 août 2010, et le 25, il était censé de partir, mais il a donc annulé son départ, donc volontairement, et puis il a volontairement prolongé son séjour en Suède encore d'1 mois, pour être présent, pour pouvoir contribuer à cette procédure, cette enquête suédoise pour les allégations de viol. Et je trouve que c'est extrêmement important, ça c'est vraiment bien documenté, que son avocat a essayé d'obtenir des interviews, donc des interrogatoires par le procureur pour Assange, pour qu'il puisse prendre position à ces allégations, et comment les Suédois ont essayé, eux, d'éviter cette situation. Et dès que, donc le jour où il partait de la Suède pour aller à Berlin, d'ailleurs avec le consentement exprès du procureur, donc parce qu'il avait demandé son accord pour pouvoir partir de la Suède, ce jour-là, la procureure a donc fait un ordre d'arrestation pour évasion de justice. Donc ça, on voit ce genre de distorsion quelque part du système juridique, instrumentalisation du système juridique pour poursuivre quelqu'un politiquement, c'est systématique dans son cas. Vous vous êtes dit que vous vouliez aller voir Assange, voilà. Et vous avez pu aller. Donc justement, j'avais fait cette demande aux Britanniques et aux Équatoriens le 5-8 avril, et puis 3 jours plus tard, ils ont, de mon avis, bien assuré à créer un fait accompli avant mon arrivée. Comme ça, ils voulaient, de mon avis, j'ai probablement même accéléré le processus en annonçant ma visite, malheureusement. Mais ça n'aurait rien changé. On le sait aujourd'hui, d'ailleurs, le ministre britannique, Alan Duncan, qui était en charge de cette opération, donc c'est le ministre pour les Americas and Europe, State Minister Alan Duncan, il a sorti ses mémoires récemment. Et ça, on voit très bien dans cette période-là, en principe, cette opération d'arrestation était prévue pour le 9 janvier 2019 et était repoussée jusqu'en avril parce qu'il y avait des problèmes politiques à l'intérieur, en Équateur encore. Mais en principe, donc c'était planifié de longue haleine. Et puis, mais je pense ce moment-là où j'ai annoncé ma visite, il est bien possible que c'est encore accéléré le processus. Tout de suite, j'ai réagi et refait ma demande pour pouvoir le visiter donc en Angleterre, et j'ai rappelé aux Anglais de, en tout cas, ne pas l'envoyer aux États-Unis sans une procédure complète d'extradition. Ou bien d'ailleurs en Suède non plus. Et puis, là, j'ai pu le visiter, c'était le 9 mai 2019. Je suis allé à Belmarsh, donc dans la prison de haute sécurité. Et là, je l'ai visité avec 2 médecins.
un psychiatre et un médecin légiste, les deux sont spécialisés sur l'examination de victimes de torture. Et puis, on l'a visité pendant 4 heures. Et puis, les médecins l'ont examiné indépendant l'un de l'autre. Comme ça, on a pu comparer les conclusions après. Moi aussi, je l'ai interviewé pendant 1 heure bilatéralement. Les médecins étaient présents pour qu'ils ne répètent pas les mêmes questions. Mais après, pendant les examinations par les médecins, le reste de l'équipe n'était pas présent. Et puis, c'était très très clair qu'il montrait tous les symptômes qui sont typiques pour des victimes de la torture. Je ne peux pas, maintenant, il y a quand même aussi une confidentialité médicale, mais disons, en général, on parle d'une anxiété très très élevée, un stress permanent. Et là, il faut aussi être conscient, bon, le stress, l'anxiété, ça semble être assez normal, mais on parle d'un niveau extrême. Et d'ailleurs, aussi la torture physique, elle n'a pas forcément pour but juste de vous faire mal physiquement. C'est pour créer justement cette anxiété et ce stress. Parce que finalement, la torture, c'est un processus psychologique, toujours. On veut toujours casser l'esprit de la personne. La résistance, et ça, c'est mental, c'est pas physique. Il y a des gens, on peut leur casser les jambes et les bras, et ça va pas casser leur résistance. Mais on peut les menacer qu'on va, je sais pas, tuer leurs membres de famille ou violer leurs femmes, et puis ça va les casser, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont très 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 peur de la douleur physique, et il faut même pas les toucher. Juste en menaçant, on peut les casser. Et puis, donc, ça dépend de la personne, ce qui va les casser. Mais finalement, si on parle de casser, c'est toujours l'esprit. C'est le mental. Et l'isolement, c'est fait pour ça. Parce qu'on est des êtres sociaux. On est des êtres sociaux, on a besoin des contacts. Peut-être pas pour les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures. Puis après, ça commence à devenir de plus en plus lourd et difficile. Si on ajoute encore une menace, donc la menace d'extradition dans un pays où, comme le cas d'Assange, où il ne va pas avoir une procédure judiciaire qui est équitable, où il va sûrement passer le reste de sa vie en prison. On connaît les conditions de prison aux États-Unis. Oui, ils ont de la nourriture, oui, ils ont le chauffage, oui, ils ont tout ce qu'il faut pour l'hygiène, mais il n'y a rien qui est pour les besoins émotionnels et psychologiques de la personne. Donc, c'est de la torture psychologique d'être enfermé en isolement complet dans un supermax aux États-Unis. Pas seulement pour Assange, pour tout le monde. Et c'est connu, hein. C'est pas pour rien que les standards minimums sur le traitement des prisonniers des Nations Unies, donc les standards des Nations Unies, pas les prisons des Nations Unies évidemment, les standards minimums des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, c'est les Mandela Rules. Ils sont très clairs, ces règles, que l'isolement, la détention solitaire de la personne, plus de 22 heures par jour, si ça dure plus de 15 jours, c'est du mauvais traitement. Donc ça doit être très très exceptionnel, c'est juste pour gérer des situations dangereuses, peut-être. Ça peut être une sanction si vraiment nécessaire, mais jamais plus que de 15 jours. Ça semble pas être beaucoup. Mais les gens ne s'imaginent pas quelle est la pression qui est imposée à ces gens-là en isolement. Plus, donc justement, il y a encore une situation de menace qui va encore en plus déstabiliser le sens de sécurité. Après, il y a un environnement arbitraire qui s'ajoute, où on sait que, et si je parle d'un environnement arbitraire, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance
que les règles sont appliquées. On ne sait pas ce qui s'applique, quels sont mes droits. Si je pense que j'ai un droit, puis je me réfère à ça, après les règles ont changé ou ils vont ignorer mon intervention. Et ça, c'est très très typique pour des situations de torture psychologique. C'est délibérément créer ce système déstabilisant. En plus, on ajoute encore une humiliation et le manque de respect qui va encore de plus dévaloriser l'identité de cette personne. Et si ça dure trop long, ça va casser une personne et sa résistance justement des gens, surtout des gens qui sont très intelligents, ils vont commencer à circuler quelque part dans leur propre bulle. Et puis ça va les déstabiliser et détruire leur sens d'identité et les points de référence avec la réalité. Et c'est fait exprès pour déstabiliser et pour casser une personne. Et ça, on peut mesurer avec le temps qu'après quelques mois, ça a des effets physiques, donc neurologiques, des capacités cognitives qui souffrent. Et c'était déjà mesurable chez Assange. Donc, les deux médecins, ils ont tout vu. Hein. Les crimes de guerre dans les Balkans, c'est des médecins habitués à examiner des victimes des crimes les plus graves. Et puis, les deux étaient d'accord que celui-là, c'est un victime de la torture. Donc, du coup, votre mandat vous donne... Absolument. Et là, je dois dire que j'avais pas attendu tellement de clarté. J'ai pensé que, ouais, il va avoir un peu de problème de santé, mais on est en Angleterre, donc ils vont le traiter, puis ça va être OK. Puis si on leur rappelle les règles sur l'extradition, puis ils vont trouver un compromis politique avec les Américains, et puis ça va être bon. Et les Suédois, ils vont pas réouvrir une procédure qui a déjà duré des années sans aucune preuve, et puis ça va, si j'interviens, et puis je dis, mais écoutez, je vois ce que vous faites, il y a quand même beaucoup de contradictions, si je mets tout ça sur la table, ils vont quand même préférer de trouver une exit strategy pour un compromis, de faire un deal quelque part, peut-être même avec Assange, de lui dire, bon, on te laisse partir, mais tu restes calme, quelque chose comme ça, non? Non, pas du tout. Et j'étais vraiment surpris. J'ai demandé des entretiens avec les autorités britanniques quand j'étais à Londres. Maintenant, il faut aussi, selon le protocole, mon interlocuteur, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'était Jeremy Hunt à l'époque. Et quand je fais une visite dans un autre pays, il y a toujours d'abord une visite de protocole chez le ministre, pas chez les Anglais. Pas pour la visite chez Assange. Donc, aucune chance de voir le ministre. Et même le directeur de la prison m'a pas reçu. Ce qui est inconcevable. Dans d'autres pays, le directeur de prison, avec son staff, attend à l'entrée quand j'arrive, à cause du statut de ma fonction. Parce qu'il reçoit quand même le rapporteur spécial des Nations Unies. Et puis, je ne vais pas passer par tout le contrôle de sécurité, parce que le rapporteur spécial des Nations Unies ne va pas amener des bombes et des drogues. C'est ridicule. On est là, on est des partenaires, non? Mais non, donc, à Belmarsh, je devais me mettre dans la queue avec les membres de famille qui visitaient les meurtriers, puis les terroristes soupçonnés, puis je devais passer, donc enlever les chaussures, enlever le téléphone et tout. Et c'était juste pour passer un message. Le message était très clair, que le rapporteur spécial n'a pas droit à un traitement spécial en Angleterre. Pas quand il visite Assange. Peut-être quand il vient rapporter sur le crime
des Russes et des Chinois et des Syriens et des Vénézuéliens. Mais surtout pas quand on commence à... On va tolérer sa visite parce que on va quand même prétendre du fair play. Mais la bonne foi, elle n'était pas là. Même les gens, après les entretiens le lendemain avec les autorités que j'ai demandé de voir à haut niveau, on m'a donné des représentants de l'administration de justice haut placés, mais c'est des fonctionnaires haut placés, mais ils peuvent rien décider politiquement. C'est pas leur mandat de le faire, donc c'est pas leur faute. Mais c'est exactement comme ça que ça se fait dans le système politique. Oui, on donne, évidemment, il y a une dizaine de personnes qui sont là pour vous donner des informations, mais il n'y a aucune personne avec laquelle on pouvait peut-être encore négocier des questions politiques. Donc tout l'échelon politique était disparu, parce qu'ils ne voulaient pas une résolution politique. Et c'est un cas politique. Donc la solution, comme le problème est politique et pas juridique, la solution est politique et pas juridique, n'est-ce pas? C'était assez clair. Mais donc, je voyais avec le setup avec qui j'avais les entretiens et comment ils se comportaient, je voyais très bien qu'il n'y a pas de solution politique qui est voulue chez les Anglais. Et après, donc je suis rentré à Genève, j'ai complété mon enquête et j'ai fait un rapport sous forme de lettre officielle aux Anglais, aux Américains, à l'Équateur et à la Suède. Et pourquoi j'ai inclus les 3 autres pays? Parce que les 3 avaient contribué, selon mes conclusions, décisivement à la torture, au mauvais traitement, à la persécution d'Assange. Et ça devait être enquêté, selon le droit international. Même si maintenant il est en prison en Angleterre, les Suédois, les Américains, ils ont contribué. Et c'est des actes qui sont interdits par le droit international. Et puis, ils devaient l'enquêter. Et donc, les réponses étaient assez intéressantes. La première série de réponses était très réservée, mais encore plus ou moins correcte. Donc, ils ont répondu, les 4 États, mais ils ont juste rejeté les allégations et puis trouvé un moyen de justifier pourquoi ils ne pouvaient pas entrer en matière. Les Suédois ont dit oui, mais nos autorités judiciaires ont réouvert cette procédure et nous, ministre des Affaires étrangères, on est le gouvernement, la justice est indépendante, on est une démocratie, donc on ne peut pas intervenir. Mais la même chose en Angleterre. Oui, maintenant, c'est les cours qui doivent faire leur travail et je ne devais pas m'ingérer dans le travail judiciaire, donc des juges britanniques. Mais quand j'interviens en Arabie Saoudite, quand il y a des punitions corporelles, c'est qui impose les punitions? C'est les tribunaux, non? Les interrogatoires, c'est qui le fait? C'est pas les gardes en prison, c'est les procureurs. C'est pendant la procédure juridique. Donc, évidemment, la plupart de la torture se passe toujours pendant la procédure judiciaire. Donc, c'est clair que c'est à ce moment-là où je dois intervenir. Et le gouvernement, c'est pas au gouvernement d'intervenir dans l'indépendance du judiciaire. Mais il doit transmettre mes allégations donc à l'autre puissance. Et c'est à eux donc de me répondre. Mais c'est tout l'État, et pas seulement l'exécutif, qui est obligé à respecter l'interdiction sur la torture ou contre la torture. Et puis voilà, donc leur réponse était... les 4 réponses étaient faites d'une façon d'empêcher une enquête et d'assurer que la situation était perpétuée. Et évidemment, on l'a vu, hein, le jour, Assange avait toujours dit, je sors
pas de cette ambassade sans garantie contre ma extradition aux États-Unis. Et toute la presse et les gouvernements ont dit « Ouais, mais il se cache, le petit salaud, c'est un violeur qui veut pas confronter la vérité au tribunal suédois. » Mais j'ai parlé, j'ai eu une réunion avec son avocat en Suède qui m'a confirmé qu'il a personnellement informé le gouvernement suédois que Assange était prêt à tout moment de venir en Suède si seulement les Suédois lui donnaient une garantie de non-extradition aux États-Unis. Il a dit toujours, mais je crains pas la confrontation avec ces femmes, avec la police suédoise, parce que j'ai rien fait. Et donc, c'est pas ça. Mais j'ai peur de cette extradition aux États-Unis, et avec une bonne raison. Parce que les Suédois, après le 11 septembre 2001, la CIA avait demandé le handover de quelques gens en Suède, et les Suédois donc, ont arrêté et transféré ces gens-là, c'était 2 personnes, dans les mains de la CIA sur l'aéroport de Stockholm, sans procédure juridique. Donc ils étaient tous simplement, c'était un cas de rendition. Et puis ils étaient transférés en Égypte, ils se sont fait torturer gravement dans la prison de Tora, et puis uniquement parce que il y avait des cas devant les différentes commissions de l'ONU contre les autorités suédoises, c'est que le public a su de ces cas-là qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc les Suédois, le gouvernement était obligé après de payer un demi-million de dollars à chaque victime de compensation. Mais il n'y a aucune mesure disciplinaire ou pénale qui a été prise contre les autorités impliquées, bien que c'est des crimes graves. Donc, il a dit, il y a ces précédents-là, où la Suède a tout simplement transféré des gens sans protection juridique aux Américains. Et ils se sont fait torturer. Donc, comment je peux savoir que vous n'allez pas faire la même chose avec moi? Et on sait aujourd'hui qu'effectivement, les Américains ont planifié une opération de rendition. Donc, il n'était pas du tout paranoïaque. Et dans l'heure même, quand il était expulsé de l'ambassade, les Américains ont remis leur demande d'extradition. Donc, ils savaient très bien, c'était planifié avec eux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui, après, parce que ça c'était en mai 2019 à peu près, quelle est votre vision générale de l'affaire Assange, aussi pourquoi cela arrive à Assange? Ouais, exactement. Donc, moi aussi j'étais choqué. J'étais vraiment choqué que des pays comme la Suède, l'Angleterre étaient prêts à ignorer mon mandat, étaient prêts à ne pas engager dans un dialogue constructif. Et je me demandais, mais ça, c'est pour un cas bagatelle, ils feront pas ça. Ça fait trop de bruit quelque part. Il y a quelque chose ici qui tient pas. Et donc, ça m'a intrigué. Je dis, il faut que j'enquête ça de plus près. Et là, j'ai vraiment vu que juste les Anglais, ils ont dépensé autour de 16 millions de livres britanniques juste pour garder l'ambassade pendant 7 ans. C'est beaucoup. On fait ça pas parce que les Suédois veulent faire une interview avec quelqu'un qui n'est pas accusé, mais soupçonné de peut-être avoir violé 2 femmes, mais en fait, on n'a pas vraiment des preuves. Si on dépensait de 16 millions pour garder des gens comme ça partout, non. Alors, il y a quelque chose d'autre. Parce qu'aussi, quand il a pris asile, et je viens au présent, mais je trouve ça c'est vraiment important, quand il a pris asile, tout de suite après, le ministre des Affaires étrangères anglais, donc c'était William Hague à l'époque, il a menacé de faire
une invasion violente de l'ambassade pour arrêter Assange. Donc, de violer la protection diplomatique d'une ambassade. Ça, on fait pour libérer des otages. Hein, ou pour peut-être empêcher l'explosion d'une bombe ou quelque chose comme ça. C'est vraiment dans des cas urgents comme ça. Autrement, ça se fait jamais. Donc, c'est uniquement quand il y a une menace sérieuse à la sécurité de l'État. Ça démontre à quel niveau on voyait la menace qui représentait Assange. Mais lui, il n'était pas violent. Il a publié que la vérité. The truth, the whole truth and nothing but the truth, comme on dit en anglais. Et ça, je trouvais quand même extrêmement impressionnant. Donc les Anglais étaient prêts à faire une menace comme ça, qui aurait déstabilisé, qui a d'ailleurs déclenché une réunion extraordinaire de l'Organisation des États américains en août 2010, qui ont passé une résolution condamnant cette menace. Donc il a dû se retirer avec ça. Ah non, c'était un malentendu. Mais après, il y avait des instructions, donc les policiers qui gardaient l'ambassade, ils avaient des instructions d'arrêter Assange à tout prix s'il sortait, même s'il sortait avec un véhicule diplomatique équatorien ou bien même dans un sac diplomatique pour la poste. Il y avait toutes ces histoires d'agents. Et on sait aujourd'hui que, comme on sait depuis septembre 2021, Yahoo News a publié la confirmation, donc selon plusieurs interviews avec des anciens agents CIA, que effectivement même des opérations de kidnapping, d'assassination étaient considérées contre Assange. Donc ça, de nouveau, je dis tout ça pour dire de considérer une assassination, un meurtre politique à Londres. Pour les Américains, ça veut dire c'est vraiment important. Ça, c'est pas un petit jeu ou un petit salaud gâté avec un chat et un skateboard. Non. Là, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux pour eux. Et je pense que c'est extrêmement important de comprendre à quel niveau ils jugent qu'il est menaçant, ce bonhomme. Les Suédois aussi. Pourquoi il faut une charade comme ça, de prétendre d'avoir une procédure, une enquête sur le viol, mais il y a pas de preuves. Normalement, ce genre de procédures, après 2 jours, sont fermées, c'est fini. Mais ils ont tout fait pour gonfler, pour maintenir, pour perpétuer, pour en créer une histoire. Et à un prix, je trouve, ils ont vraiment perdu beaucoup de crédibilité. Leurs institutions. Donc, à prendre un tel risque politique aussi, ça veut dire que c'était important. Donc, maintenant, la bonne question, pourquoi important tellement, c'est effectivement parce que ce qu'il a fait avec Wikileaks, Assange, il a créé une plateforme où les lanceurs d'alerte, dans les entreprises, dans les gouvernements, peuvent d'une façon anonyme, c'est ça qui est important, anonyme même pour Wikileaks. Donc même Wikileaks ne sait pas qui leur a envoyé des informations, ils peuvent donc passer des secrets, des preuves sur des crimes, la corruption, tout ça, ils peuvent soumettre à Wikileaks pour publication. Wikileaks va juste vérifier que c'est pas des documents falsifiés, et après qui vont pas créer des risques directs pour quelqu'un individuellement, et puis après ils vont publier ça. Et ça, c'est extrêmement puissant comme système avec l'Internet. Il y a toujours eu des lanceurs d'alerte, mais pour eux, c'était toujours risqué, parce qu'il y avait toujours au moins quelqu'un qui les connaissait, qui savait qui a passé les informations, les Pentagon Papers à l'époque. Hein. Mais maintenant, tout à un coup, on a un système Internet où des millions de documents peuvent être publiés et soumis d'une façon anonyme. Donc, ça va être très, très facile pour les gens, pour le public, d'obtenir la vérité. Et là, je pense, moi, j'ai beaucoup dû apprendre. Et j'invite aussi tout le monde qui regarde cette interview d'avoir le courage de remettre en question un peu les idées
sur l'intégrité et, de nos systèmes, surtout dans l'Occident, les démocraties modernes. On présume quelque part que l'état de droit existe et qu'il fonctionne. La réalité est un peu différente. C'est un jeu. C'est comme un jeu de foot. Il a un champ qui est bien défini. Là où c'est pas dangereux, là ça fonctionne. Il y a un arbitre, puis voilà, c'est foul. Des fois c'est plus correct, moins correct, mais plus ou moins on est dans les règles. Mais si on sort de ce champ, c'est plus un jeu. Ah, c'est sérieux. C'est les grandes puissances. C'est les intérêts militaires, c'est les intérêts économiques, c'est financier. Là, vous touchez la vérité et vous osez à publier cette vérité, vous allez exposer une exploitation énorme de la grande majorité de la population mondiale par une toute petite minorité qui contrôle tout. Et ce n'est pas une théorie conspiratoire, c'est tout simplement la vérité. Et ça, je peux confirmer, c'est quelque chose que je vois tous les jours, mais c'est bien gardé derrière les coulisses. Et les coulisses, c'est aussi les médias du mainstream qui vous créent une image plus ou moins confortable du monde. Est-ce que vous pourrez revenir du coup juste sur Assange 2011, qui c'est comme personne pour le public, comment il est présenté et comment ça s'enchaîne ensuite avec déjà ce que vous avez raconté, la Suède et... Donc, 2010, la première moitié de 2010, Assange est un héros. Il a, pour le public, il a publié Collateral Murder, la vidéo où on voit des Américains, des soldats qui commettent des crimes de guerre sur caméra. Après, des milliers et milliers de documents sur Afghanistan, la guerre d'Irak, puis des dépêches diplomatiques qui exposent la corruption, la collusion entre les services secrets derrière le dos de leur propre parlement et leur propre population. Donc, tous ces secrets sales des États sont exposés. Et c'est exactement là où ce grand processus de publication de Wikileaks commence, où tout d'un coup, il y a toutes ces allégations, voilà, le violeur. Donc, à ce moment-là, Assange a 39 ans, il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit avant. Une fois, quand il était tout jeune, il était accusé de hacking. Et après, donc il s'est corrigé, il a même soutenu la police australienne avec ses capacités dans l'informatique d'identifier, d'arrêter des cercles pédophiles. Donc il a même coopéré avec la police. Il a arrêté donc le hacking. Wikileaks n'a jamais fait du hacking. Ils ont reçu de l'information. Mais il était un héros. Et tout de suite, il y a ce narratif qui se crée, très professionnellement. Et qui se gonfle, voilà, le violeur, voilà, il se fuit, il ne veut pas se présenter à la justice. Il est en Angleterre, maintenant, on va l'extrader à la Suède, mais lui, il s'enfuit dans l'ambassade. Donc, et après, on a aussi essayé de créer un caractère, une personnalité de lui qui est justement très égoïste, que les informations qu'il a publiées menacent donc la vie des collaborateurs, des Américains sur le terrain. Et, parce que et là aussi, c'est une des principales accusations contre Assange, non? À part du viol, c'est ça, que quelque part, il ne voit pas les intérêts des individus. Il n'a pas de limite morale, qui va juste tout publier pour lui être un star. La réalité est différente. Donc, les Américains ont été demandés 2 fois. D'abord, quand la source pour ces informations, Chelsea Manning, la soldate américaine, qui lui avait transmis tous ces documents secrets, quand elle était
jugé en 2013, les autorités américaines étaient demandées de donc montrer les preuves qu'il y avait des gens qui étaient menacés ou mis en danger par ces publications. Ils ont dit qu'il n'y avait pas un exemple concret. Ils ne pouvaient pas. Donc c'était juste une possibilité potentielle, mais il n'y avait personne qui était menacé en 2013. La même question a été posée à Londres pendant la procédure contre Assange, de nouveau par la Cour, encore. Donc 10 ans plus tard, les Américains n'ont aucune preuve. Donc il n'y a personne qui était effectivement menacé. En plus, par contre, on a des preuves que c'était même pas Assange qui a publié les documents non censurés en premier. Mais c'était 2 journalistes du Guardian qui avaient publié un livre, et dans le livre, il y avait le mot de passe pour un file, un document qui était, comment on dit, encrypted. Crypté, codé. Qui était codé ou crypté sur l'Internet. Donc, que personne ne pouvait lire, sauf les journalistes autorisés par Wikileaks avec lesquels ils travaillaient. Et donc, il y avait 2 journalistes Guardian qui avaient publié le mot de passe. Et à travers ça, c'était tout un coup, c'était accessible à tout le monde. Et uniquement quand ça s'était passé en février 2011, donc 7 mois plus tard, Assange avait décidé donc de lui aussi publier les mêmes documents sur le site Wikileaks. Donc, il a republié, en principe. Mais donc, les journalistes du Guardian, on ne leur a jamais fait une procédure à cause de ça. Et en plus, quand il a su, lui, Assange, que ces documents allaient maintenant être accessibles à tout le monde, ce qu'il a fait, d'abord, c'est d'appeler les Américains. De dire, écoutez, il y a un enregistrement, un file audio, on peut écouter ça, cette conversation, où il dit, j'ai perdu le contrôle là-dessus, je ne peux pas empêcher la publication de ces documents, ce n'est pas nous qui le font, mais voilà les sources, et je vous recommande, et je suis prêt à travailler avec vous, les Américains, pour identifier les gens qui peuvent être menacés par ça, si jamais il y en a. Merci de me donner les noms, et on va travailler ensemble pour prendre des mesures de protection. Ce n'est pas les journalistes gardiens qui ont essayé de protéger, mais Assange a proactivement contacté les Américains pour les avertir et pour offrir son soutien. C'est important. Donc c'est lui le seul qui a essayé de protéger les gens. En plus, donc ça c'est la deuxième accusation. Après, ils ont justement le hacking encore. Il n'a jamais fait du hacking. Il n'a aucune preuve. Parce que, de nouveau, le système de Wikileaks, c'est pas du hacking. Le système de Wikileaks, c'est d'être là, de mettre à disposition un mécanisme par lequel les lanceurs d'alerte peuvent leur transmettre des documents secrets. Et c'était fait exactement pour ça. Et puis, les Américains ont cité une source qui s'appelle Siggy, ou Teenager, dans l'accusation, dans le document d'accusation. Il est appelé Teenager. C'est un jeune homme de l'Islande qui aurait témoigné, justement, confirmé que Assange lui avait demandé de faire du hacking. Mais il est revenu là-dessus il y a 2 mois, je pense. Il y a une grande interview qui a été faite avec lui où il a dit que, en fait, c'était faux. Tout son témoignage était faux et que c'était le FBI qui lui avait offert un accord de non-poursuite, une immunité, en fait, pour ses propres crimes. Parce que lui, il faut le savoir, cet homme teenager, il a été condamné en tant qu'adulte quand même. C'est important, il faut savoir que ce personnage a été condamné à plusieurs reprises pour pédophilie, plus de 10 cas,
et en plus d'abus de mineurs sexuels, et en plus plusieurs cas de fraude financière. Et donc pour se protéger, il a accepté de signer un accord d'immunité, de non-poursuite avec les Américains, et en revanche, il a leur donné des témoignages qui étaient fausses, qu'il admet, et qui étaient fausses pour justement se protéger lui-même. Donc ça démontre les méthodes que les Américains étaient prêts à employer pour poursuivre Assange. Donc, au résumé, donc c'était là effectivement des témoignages qu'ils savaient que c'était faux. En plus, assassination, kidnapping, rendition. Il y avait la surveillance illégale, donc l'entreprise de sécurité qui gardait l'ambassade équatorienne, UC Global, qui était employée par le gouvernement équatorien, derrière le dos du gouvernement équatorien, avec collaboré avec les Américains, avec les services secrets. Ils avaient un vidéo feed direct des caméras de l'ambassade jusqu'à Langley. Donc les Américains, ils ont tout écouté, tout surveillé, même les entretiens confidentiels d'Assange avec les médecins, avec ses avocats, ce qui rend la procédure complètement arbitraire. C'est illégal, on ne peut pas écouter, surveiller les entretiens entre un suspect et son avocat. Et en plus, il faut aussi le rappeler, quand il était arrêté à l'ambassade, ces ordinateurs, toutes ces informations, les données, c'était pas remis à la famille d'Assange. C'était remis par les Équatoriens directement aux Américains. De nouveau, sans aucune procédure juridique. C'est le vol. C'est pas légal. Donc, de nouveau, ils avaient accès à des données protégées. Juste pour dire, les méthodes employées par les Américains, c'est vraiment très, très sérieux. C'est des graves violations du due process, mais systématiques. S'il y avait un cas valable contre lui, ils n'avaient pas besoin de ça. Ouais. Donc, je trouve ça c'est important. Donc, on regarde tout ça. Et puis, depuis son arrestation, la procédure britannique, là aussi, il y a tellement de violations de garanties judiciaires. Pour moi, en tant que professeur dans une université britannique, c'était inconcevable. En Angleterre, qu'il y ait un juge qui insulte un soupçonné d'être un narcissiste, qu'il était ridicule, de choisir ce genre de mots dans une audience publique. Un juge, c'est incroyable quand même. Peut-être dans une, je sais pas, une autocratie, mais ça m'a vraiment choqué de voir avec comment ils prenaient ça comme quelque chose de complètement naturel, de maltraiter un soupçonné comme ça. Puis après, aussi, Assange, depuis septembre 2019, il est en détention uniquement pour raison d'assurer sa présence en cas où il devait être extradé aux États-Unis. Donc c'est juste, il n'est pas puni, il n'est pas en train de purger une peine. Il est tout simplement sécurisé. Parce que, évidemment, une fois, quand il devait aller en Suède, il a cherché l'asile donc à l'ambassade équatorienne, et donc on veut éviter ça cette fois-ci. De mon avis, toute cette procédure américaine était illégale et arbitraire et illégitime. Mais si, juste pour l'exercice, on disait, bon, ok, alors la procédure, elle est valable, donc je comprends qu'ils veulent le sécuriser. Mais pour ça, il suffit de le mettre en résidence surveillée, comme on avait fait avec Pinochet, d'ailleurs, l'ancien dictateur de Chili, qui était accusé de crimes contre l'humanité, donc des vrais crimes,
Assange, il n'est pas accusé d'aucun crime. Il est accusé d'être un journaliste, d'avoir dit la vérité. Mais lui, donc, il était accusé de meurtre, de torture et autres. Et puis, lui, il était en résidence surveillée dans une villa. Il recevait Margaret Thatcher avec du whisky pour des visites. Je pense à Assange, il attend encore que Tony Blair lui ramène du whisky. Non, c'est absurde, c'est grotesque. C'est grotesque de voir que quelqu'un, un putschiste, qui était responsable de la mort de milliers et de milliers de ses citoyens, qui a contrôlé un pays pendant des années, mais Iron Fist, qu'il est traité comme un gentleman, et l'autre qui a publié des preuves pour des crimes, pour ce genre de crimes. Lui, il se fait traiter et menacé d'une peine aux États-Unis de 175 ans en prison. Il n'y a pas un criminel de guerre qui a reçu ça. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est complètement tordu. Et là, on commence aussi peut-être à comprendre pourquoi, pour moi, ce cas-là est tellement important. Parce qu'il y a des millions et des millions de victimes de torture. Et c'est impossible pour moi de couvrir tous ces cas-là. Et là, j'ai quelque chose, à travers le cas Assange, je peux me concentrer sur le système. Parce que c'est le système qui produit ces millions de victimes. Et Assange, même, je suis convaincu, quand on lui demandait, mais le cas Assange, il s'agit de quoi? Il dirait certainement, c'est pas moi, c'est vous, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que je pense aussi. Évidemment, il y a Assange, il y a sa famille, il y a tout ça, c'est légitime, mais c'est pas plus ou moins important que les autres victimes. Mais c'est comme si tout le monde était tellement convaincu que Assange, c'est le mauvais, c'est le violeur, c'est le hacker, c'est le tout. Donc, les États ont un peu perdu, ils sont devenus un peu sloppy, comme on dit en anglais, un peu. Ils se sont détendus, ils ont fait des fautes. Ils ont laissé trop de traces, trop de preuves. Pour quelqu'un qui vient, qui regarde les preuves, c'est évident ce qui se passe ici. Ça, c'est une histoire de persécution. C'est pas une poursuite. Assange n'est pas poursuivi pour ses crimes. Il est persécuté pour les crimes des autres. Parce qu'ils veulent assurer l'impunité. Ils veulent protéger. Ils veulent pas obtenir impunité, ils veulent protéger leur impunité qu'ils ont déjà, qu'ils ont depuis des décennies. C'est un système qui se maintient, qui se protège entre les pays, les services secrets, leurs intérêts. Et de nouveau, c'est pas une théorie conspiratoire. Regardez les publications de Wikileaks, et c'est pas eux qui les ont écrits, c'est les gouvernements même qui les ont écrits, c'est Wikileaks qui les ont publiés. Mais vous voyez les protocoles de négociation entre les services secrets américains et suédois, comment continuer à échanger des informations sans que le Parlement suédois le sache. Et le public suédois le sache, par exemple. Donc c'est illégal. On a les preuves. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, les publications qu'a fait Assange dont vous parlez, là, Wikileaks, elles n'ont jamais été contredites par ces États, ou bien? Non. Pas un seul document. Parce que c'est leur propre document. Donc c'est reconnu que c'est la vérité, les crimes qui ont été dévoilés par Wikileaks et Assange. Bon, ils vont pas le confirmer. Non. Mais ils ont pas contredit. Non, c'est pas contesté. C'est pas contesté. Non, non. C'est jamais. Il n'est pas accusé. Il n'y a aucune accusation comme quoi des informations sont pas vraies. Maintenant, ce qui est assez intéressant, si les États étaient en bonne foi, et Assange est vraiment tellement terrible, mais c'est objectivement les crimes de guerre qui étaient prouvés sont toujours beaucoup plus sérieux. On parle de meurtre, on parle vraiment de torture, mais sur une échelle énorme, de milliers et de milliers. Donc ces gens-là,
On a des preuves. On a même des vidéos. Pas un a été poursuivi, même pas discipliné. Bien au contraire, Gina Haspel, qui a détruit des vidéos où il y avait les interrogatoires dans un black site en Thaïlande qu'il commandait, après elle est devenue chef de la CIA. Donc, ça, c'est la conséquence. Après, effectivement, donc, après, on s'étonne quand on regarde à Minneapolis, il y a un homme qui s'appelle George Floyd qui se fait tuer devant les caméras par les policiers. Et les policiers regardent dans la caméra et ils ne se rendent pas compte que c'est faux ce qu'ils font, que c'est horrible ce qu'ils font. Ils sont en train de tuer un homme qui ne résiste pas. Complètement inutile, pas besoin, pas de menace, juste parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'il y a l'impunité totale. C'est leur conviction. Et d'ailleurs, la première ligne de presse de la police, c'était que George Floyd est malheureusement décédé d'un, je pense, un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça, imprévu. Et c'est uniquement parce qu'il y avait cette étudiante qui avait filmé ça que finalement, ils ont dû changer leur narratif. Et tout d'un coup, la police dit « Ouais, mais ce qu'il a fait, lui, ça ne représente pas la police. » Et puis évidemment, vous vous rappelez Abu Ghraib? C'est la même chose. Les États-Unis, ils ne torturent pas, non, jamais. Et tout d'un coup, il y a ces images qui sortent d'Abu Ghraib, avec tous ces abus sur papier. Et tout d'un coup, donc le gouvernement change le narratif et dit « Ah ouais, c'est a few bad apples. C'est le bouc émissaire quelque part qu'on a trouvé. » Mais ça ne représente pas, évidemment, l'intégrité de l'armée américaine. Il n'y a personne qui parle des 70 autres prisons qui étaient contrôlées par les Américains en Irak à l'époque, où il y avait les mêmes allégations qui sortaient, parce qu'il n'y avait pas de photos. En fait, il y avait plus de photos, parce qu'ils ont fait une enquête interne qui a trouvé beaucoup plus d'images, et beaucoup pire de ce qu'on a vu nous. Mais il s'était soumis à président Obama, et lui, il avait décidé, non, ça c'est pas pour le public est trop sensible. Et ça pourrait causer des émotions anti-américaines. Donc, il vaut mieux classifier ou de ne pas publier ces images. Et ce qui est vraiment important, aucune enquête pénale. Donc, aucune poursuite pénale après. Et au niveau des droits nationaux, mais surtout aussi droit international, c'est pas possible. Un président n'a pas le droit ou le pouvoir d'empêcher des poursuites pénales pour des crimes de guerre. C'est obligatoire. Un commandant qui ne le fait pas devient lui-même coupable. Ça, c'est un principe d'ailleurs inventé par les Alliés pour punir les officiers japonais, surtout c'était Yamashita à l'époque, mais aussi allemands, qui n'avaient pas eux-mêmes commis des crimes de guerre, mais qui savaient et qui ne sont pas intervenus. Donc c'est la responsabilité du commandant. Le président Obama étant le commandant des forces et aussi des services secrets américains, qui a, lui, empêché les poursuites pénales pour la torture de la CIA et pour les autres crimes. Il est, de fait, juridiquement, c'est lui qui est maintenant co-responsable pénalement pour ça. Mais comme c'est les États-Unis, il y a l'impunité. Dans ce que vous décrivez, il y a le souci que c'est ce que vous dites aussi dans beaucoup d'interventions, c'est les personnes qui disent la vérité qui sont ciblées par le système. Les personnes, dont vous avez cité de très nombreux exemples de criminels de guerre avec des choses, tout un panel d'atrocités jamais poursuivies. Peut-être la seule personne poursuivie dans l'affaire Assange, à part Assange, c'est Chelsea Manning, qui est la personne qui a qui a vu les crimes, qui a trouvé que c'était pas normal et qui a voulu divulguer pour que ça s'arrête.
qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui sur... Oui, franchement, le cas Assange, justement, c'est vraiment très important de détacher ça un tout petit peu de sa personne, parce que c'est vraiment c'est systémique. Si quelqu'un d'autre fait la même chose, ils vont le poursuivre. Alors, Snowden, lui aussi, hein, la seule raison qu'il a un asile en Russie, c'est parce que lui, il a divulgué des informations uniquement des Américains. Il n'est pas dangereux pour les Russes, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça, parce que les Russes, franchement, ils n'ont pas trop d'intérêt ou les Chinois, que quelqu'un comme Assange soit libre, parce que il a publié des informations aussi sur les Russes et les Chinois. Et les autres pays européens, de toute façon. Disons, le seul agent CIA qui était poursuivi pénalement en relation avec les allégations de torture, c'était John Kiriakou, qui lui aussi est un lanceur d'alerte, qui a informé le public sur la torture, parce qu'il pouvait pas garder ça pour soi, moralement. Lui, oui, on l'a accusé, on l'a poursuivi. C'était Obama, de nouveau, hein, c'était pas Trump, c'était pas Bush, c'était Obama, juste parce que très souvent Obama est célébré en tant qu'un champion quelque part de protecteur des droits de l'homme et très progressif. C'est pas du tout le cas. Il était vraiment dans la poche des services de sécurité. Et puis c'est extrêmement dangereux. C'est une tendance beaucoup, beaucoup plus large encore. Donc, en Australie, par exemple, qui est très influencée par la tradition britannique, en Grande-Bretagne, le Official Secrets Act, c'est très comparable au Espionage Act. Donc, les deux lois sous lesquelles ce genre de publication de secrets est poursuivi pénalement. Parce que les deux lois criminalise donc la publication des secrets d'État, mais ils permettent pas une justification basée sur l'intérêt public. Parce que normalement, un journaliste qui reçoit des preuves sur des crimes de guerre, la corruption, mais c'est des documents secrets, il peut les publier et dire, bon, l'intérêt public, il est tout simplement la priorité ici, parce qu'il s'agit de crimes, n'est-ce pas? Et c'est vrai, donc c'est une justification. C'est comme dans la légitime défense. Si vous m'attaquez, je peux me défendre, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a un crime, donc c'est légitime à me défendre, à faire quelque chose que autrement serait illégal. Publier des informations secrètes, normalement c'est illégal, mais s'il y a un crime, cette publication peut être la réponse pour corriger la situation. C'est normal. Mais l'Official Secrets Act de la Grande-Bretagne ne permet pas cette défense et justement l'Espionnage Act aux États-Unis non plus. Donc c'est pour ça que si Assange est extradé aux États-Unis et puis ils vont l'accuser... Parce qu'Assange, il est accusé avec cet Espionnage Act, c'est ça. Exactement, il est accusé exactement, avec l'Espionnage Act, donc 17 de 18 accusations sur l'Espionnage Act, et tout simplement d'avoir obtenu et publié des documents secrets qui sont liés à la sécurité nationale des États-Unis. Donc aujourd'hui, c'est ça la seule accusation des États-Unis contre Assange. C'est pas une histoire de viol en Suède ou quoi. C'est la divulgation. Viol en Suède, de toute façon, ça c'est fini. Même les Suédois ont une fois, c'est très intéressant. Les Suédois, ils ont maintenu cette accusation, ces soupçons pendant 10 ans. Ils ont toujours dit on peut pas poursuivre parce qu'il se cache dans l'ambassade, donc on peut pas vraiment formaliser cette accusation. Dès qu'ils se faisaient arrêter par les Américains, les Suédois avaient encore 16 mois pour poursuivre Assange. Après 6 mois, ils ont fermé. Donc 1 an avant la fin de, comment on dit, la statute of limitations. Donc il y avait une expiration de cette allégation. Mais ils avaient encore 1 an de temps. Ils ont terminé, ils ont laissé tomber l'affaire en disant on n'a pas assez de preuves, pas pour le condamner, mais même pour
pour lancer une accusation formelle. On n'a pas même pas assez de preuves pour avoir une audience devant le tribunal. Donc à ce moment-là, Assange, il était à Belmarsh, condamné pour la violation de sa liberté sous caution. Il avait cette liberté sous condition à cause de ses soupçons en Suède. Ouais. Et donc une fois qu'il est en prison à cause de ces soupçons, les soupçons tombent, mais il reste en prison. Exactement. Prison haute sécurité, etc. Absolument, absolument. Et normalement, pour ce genre de délit mineur administratif, il n'y a personne qui va en prison. Mais lui, ils lui ont donné le maximum possible pour donner aux Américains le temps de développer leur cas d'extradition. Et ça, on sait de nouveau, c'est aussi dans l'article récent à Yahoo, donc du 26 septembre, maintenant cette année, 21, il y a des agents qui confirment que ça, c'était la chorégraphie. Les Anglais allaient l'arrêter pro forma pour cette violation de liberté sous condition, afin de donner aux Américains suffisamment de temps de développer leur demande d'extradition. Donc c'était une chorégraphie, c'était pas pour réaliser la justice, c'est tout simplement pour instrumentaliser la justice pour des fins politiques. Donc effectivement, et les Suédois donc ont réouvert leur enquête contre Assange une fois qu'il se faisait arrêter. C'était tout simplement pour donner une réponse à des potentielles questions du public. Mais Assange, attendez, c'était qui déjà? Voilà, c'est le violeur. C'est le violeur. C'était très important de tout de suite recréer cette image du violeur. Comme ça, le public garde sa distance, il va pas trop s'intéresser à ce qui se passe. Et une fois, je pense que là, j'ai peut-être contribué quand même largement à cette terminaison de cette procédure, parce que dans ma deuxième lettre officielle aux Suédois, et mes lettres sont toujours publiées après 60 jours sur le site web de l'ONU, j'avais fait une liste de 50 violations de ces garanties judiciaires contre Assange, et j'ai demandé des explications, et il y avait quand même des choses qui étaient assez pénibles dedans, comme quoi, par exemple, le protocole d'interrogatoire d'une de ces femmes qui, soi-disant, a été violée, était manipulé par la police afin de pouvoir rouvrir la procédure une fois qu'elle était fermée. Il y avait plein de contradictions, il y avait tout simplement le fait que les deux femmes arrivent à la police, et je pense que c'est une anecdote ça vaut bien peut-être résumer ici. Le vendredi 20 août 2010, deux femmes arrivent à la police et disent qu'ils ont eu un contact sexuel non protégé, volontaire, mais après il y avait un développement où c'est devenu non protégé avec Assange, et puis qu'elles craignaient d'avoir contracté le HIV. Ils voulaient le forcer à prendre un test HIV. Et les autorités ont tout de suite tourné ça. Oui, mais ça c'est du viol. On fait donc une accusation de viol de ça. Maintenant, quand on voit les documents, et comme je parle suédois, je pouvais lire les originaux. L'entretien entre les femmes et la police commence à 16h. Les deux femmes sont ensemble avec une officier. Après, à 16h21, elles sont séparées, après 20 minutes, et une femme est interrogée par une autre officier. Et l'autre, elle est envoyée à la maison, elle va être interviewée le lendemain. Très bien. Donc, rappelez-nous, 16h, l'entretien commence. À 16h11, l'ordinateur enregistre déjà l'accusation de viol contre Assange, après 11 minutes. Sous le nom, pas de l'officier qui a parlé avec les femmes, mais de l'officier qui va parler avec la femme
mais qui va commencer leur interrogatoire uniquement dans 10 minutes. Donc, juste pour être clair, l'officier qui connaît même pas encore la femme, qui a même pas encore parlé avec elle, enregistre déjà une accusation formelle dans le système ordinateur informatique de viol contre Assange, mais il va commencer à parler avec la victime soupçonnée 10 minutes plus tard. Et après, cet entretien va durer de 16h21 jusqu'à 18h40. L'autre femme, je vous rappelle, elle n'est même pas interviewée ce jour, mais le lendemain. Donc cette femme-là, elle est encore en entretien jusqu'à 18h40, mais à 17h, en plein milieu, la procureure, qui a vu personne, qui a été informée par un policier, donne un ordre d'arrestation contre Assange pour 2 viols. Donc une femme n'a pas été entendue, l'autre est encore en entretien, mais la conclusion de la police qu'elle a rapporté un viol était prise avant qu'elle l'ait rapporté. Donc, et ça, c'est pas des fautes parce que c'était écrit à la main, c'est le même système informatique qui donne des timestamps. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. La police savait avant l'entretien déjà ce qu'elle allait conclure. C'est important de... Donc il y a plein de choses comme ça hein, dans cette procédure. Et ça démontre tout simplement que le but de chaque procédure contre Assange, en Suède pour viol, aux États-Unis pour espionnage, en Angleterre pour violation de liberté sous condition, tout ça est tout simplement instrumentalisé pour des fins politiques. Et la fin politique, c'est de supprimer la vérité, supprimer le modèle Wikileaks. Et si je parle de torture, la torture, il faut le savoir, le but de la torture, la plupart des cas, c'est pas l'interrogatoire, d'obtenir la vérité, parce que on sait que la victime va dire n'importe quoi juste pour arrêter. Le but principal, partout dans le monde, de la torture, c'est intimider. Intimider, contrôler, casser. Et pas seulement la victime directe, mais aussi les autres. Très souvent, hein, si les gens sont torturés en centre-ville, en plein public, c'est parce qu'on veut affecter les autres. On veut les intimider. Si on maltraite une personne comme ça, publiquement, it's a show of power. Une démonstration de puissance. On peut parce qu'on peut. Et on le fait parce qu'on peut. Et si vous osez à nous remettre en question, voilà ce qui va vous arriver. On fait un exemple d'Assange pour tous les autres journalistes. Et je sais dans son entourage, parce que j'ai un peu mon réseau de contacts maintenant aussi, ils sont intimidés. Ces collaborateurs de Wikileaks, systématiquement. Quand ils traversaient une frontière, ils ne savent pas, ils se font arrêter. Dans certains pays, ça peut être dangereux. Ils n'obtiennent pas de visa. C'est toujours assez clair. Avec lui, on fait l'exemple. Et le reste de la presse, il garde la distance. Je ne sais pas ce qui a été discuté derrière les coulisses, mais je peux vous garantir qu'il y a des discussions derrière les coulisses avec tous ces partenaires de publication, New York Times, Guardian, qui collaboraient avec Assange et maintenant gardent leur distance. C'est pas parce que les journalistes de New York Times sont pas intéressés. Il y a quelque chose, non? Donc, il faut toujours interpréter ce qui se passe autour pour comprendre l'image.
Et du coup, donc là, vous parliez de la persécution contre Assange, une coordination entre les USA, la Grande-Bretagne, la Suède, qui a commencé déjà en août 2010. Aujourd'hui, on est en octobre 2021, ça fait bientôt 11 ans. Et donc, avec l'article de Yahoo News et d'autres révélations, comme l'article au Stundin de Siggy, là, je crois, le teenager, Ouais. c'est sorti en fait publiquement que c'est une coordination, que c'est pas simplement un drôle de hasard. On a des éléments de ces autorités qui ont avoué, que c'est sorti dans les médias, que c'est juste en fait, qu'il y a vraiment une coordination, etc. Donc depuis 11 ans, il y a une coordination, une persécution d'État contre Assange et Wikileaks par association. C'est beaucoup plus long que ça. Regardez, je veux dire, en Suisse, c'était quoi Crypto Leaks, hein, Crypto AG, Azug. Cette entreprise qui était soi-disant suisse, qui produisait des appareils pour chiffrer, coder la communication diplomatique, qui a vendu des appareils à plus de 100 pays, donc la moitié des pays du monde. Parce que la Suisse est fiable, elle est sûre, là on peut acheter ce genre d'appareil. Mais derrière les coulisses, les propriétaires de cette entreprise étaient à moitié CIA et la BND, donc le service secret allemand. Et ils avaient donc construit des backdoors pour avoir accès à ces appareils. Et donc il y avait une surveillance complète des communications diplomatiques de 100 pays par ces deux pays, à travers une entreprise en Suisse. Ça, c'est la collaboration allemande-américaine derrière les coulisses. Et ça, c'est pas Wikileaks, mais c'est vrai, c'est confirmé. Et après, le service de renseignement suisse, après 20 ans, ils réalisent ce qui se passe, ils n'ont pas informé le public. Ils n'ont même pas, le gouvernement dit, informé le gouvernement, mais se sont mis dans le bateau. Donc ils ont fait un accord avec la CIA pour avoir accès eux aussi. Donc notre propre service de renseignement en Suisse coopère avec la CIA et les services de secret allemands pour espionnage très clair. Ça va nuire à l'image de notre pays. Est-ce que c'est dans l'intérêt de notre public, ce genre de choses? Non. Mais ils font ce qu'ils veulent. Et après, on est appelé à faire confiance à notre service de renseignement et à notre police fédérale et à notre ministre de Justice quand il dit non, mais cette loi pour les défendre contre les terroristes potentiels qu'on vient d'adopter, non, mais il faut faire confiance aux autorités, on va bien interpréter ça, n'est-ce pas? Il faut faire attention. Et c'est pas parce qu'ils sont tous des criminels et des salauds, non, ils sont comme nous. Mais, voyez, les enfants, si vous surveillez pas, ils font un peu ce qu'ils veulent, non? Et c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est juste parce que c'est des êtres humains qui exploitent leur liberté. Nous, sur les autoroutes, s'il n'y a pas de contrôle de radar, bon, on va essayer de pas mettre des autres en danger, et nous-mêmes, mais s'il y a de la place, bon, non, on exploite un peu notre liberté. C'est naturel. Et si un service secret, c'est des gens, des policiers, c'est nos chiens de garde. Ils doivent être un peu... Hein, c'est des gens qui doivent voir des problèmes partout. Si j'ai un bodyguard, moi, est-ce que je veux quelqu'un qui voit juste des fleurs et des... Non, je veux quelqu'un qui voit une menace partout. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il va identifier. Si vraiment il y a une menace, il va l'identifier. Les chiens de garde dans le jardin, ils vont balayer à tout le monde. Même hein, s'il amène juste les lettres de la poste. Mais il faut en revanche, il faut les contrôler. Il ne faut pas les laisser en liberté. Si vous avez des chiens de garde et vous ne les contrôlez pas, ça devient des loups. C'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut les contrôler. C'est pour ça les services de renseignement secrets, il faut absolument les superviser, les contrôler et il faut les discipliner. Et c'est extrêmement dangereux. Steve Donziger, on vient d'avoir un jugement contre lui, 6 mois en prison.
C'est un avocat américain qui a aidé au peuple indigène en Équateur se défendre, obtenir des compensations de 9 milliards de dollars pour la pollution pendant 30 ans de la compagnie, l'entreprise Chevron, donc pétrolière. Un jugement qui a été confirmé par plusieurs juridictions et que maintenant, des juges aux États-Unis, parce qu'ils ont un intérêt à protéger leur industrie, ils tournent tout ça contre Donziger. C'est comme dans le cas Assange. Et ils essayent de le détruire. Je dis tout ça pour démontrer, c'est pas Assange. Assange, c'est tout simplement un irritant qui fait visible un système qui est là, maintenant. Pas seulement aux États-Unis, mais en Suisse, en Allemagne, en Chine, en Russie, en France, partout. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut pas être naïf. Et si on veut changer ça, il faut qu'on ait le courage de faire face à cette vérité et il faut quelque part prendre responsabilité politiquement. C'est-à-dire on ne peut pas laisser nos affaires à des fonctionnaires qui après ils font ça sans contrôle. La puissance est énorme. Qu'ont les États, il faut superviser ça, il faut poursuivre la corruption. Oui, c'est pas confortable. La vérité, elle est jamais confortable. Si la vérité qui nous est présentée est trop confortable, il y a quelque chose qui joue pas. Donc on voit très clairement que le but de la persécution d'Assange, c'est de supprimer le système Wikileaks. Avec ça, supprimer la vérité ou l'accès du public à la vérité, ça doit être contrôlé complètement par les États. Et avec ça, évidemment, suppression de la liberté de la presse. Donc, on est libre de discuter de ce qu'on veut, n'est-ce pas? On est libre de discuter si Assange, c'est un violeur ou non. On est libre de discuter s'il a maltraité son chat ou non. Mais le menu de sujets qui nous est offert pour discuter, le choix est fait par les médias. Et les médias reflètent tout simplement le choix qui leur est offert par les autorités. On ne réalise pas combien de sujets il y a qui ne sont pas dans les journaux. On pense qu'on est libre à avoir notre opinion sur tout, parce qu'on peut discuter librement de ce qu'il y a dans les journaux. Mais on ne voit pas ce qu'il n'y a pas dans les journaux. Et ça, si vous allez mettre la lumière là-dessus, vous êtes un espion. Ça veut dire qu'on vit dans une bulle virtuelle qui est créée pour nous, qui est manipulée. De nouveau, c'est pas une conspiration. C'est tout simplement parce que on donne aux puissants la puissance de contrôler tout, ils le font. Et si on leur permet à criminaliser la vérité, dire la vérité va être un crime, parce que ça les arrange. Mais la responsabilité, finalement, c'est à nous de permettre cela ou non. Et ce que je vois dans la discussion publique, c'est qu'on est extrêmement naïf. Justement, sur la loi antiterroriste en Suisse, par exemple. Mais même, je veux dire, on peut discuter de Corona et tout ça. Moi, j'ai eu Covid, je sais que cette maladie existe, qu'elle est méchante, qu'elle est potentiellement dangereuse. Je suis vacciné. Je trouve ça absolument correct de le faire. Mais s'il y a des médecins qui doutent, il faut les écouter. Il faut avoir un forum où on peut discuter. S'il y a des gens qui doutent, il faut gérer ça, mais d'une façon civilisée. Mais ce que je trouve extrêmement dangereux, ce que je vois, ce qui est en danger, c'est
vraiment, est-ce qu'on est encore libre à discuter quand on ne peut pas critiquer le gouvernement pour sa politique, justement, Covid par exemple, ou antiterroriste, c'est des sujets très importants, et c'est délicat. Mais la nature de la démocratie c'est qu'on ait un discours, qu'on puisse s'exprimer son opinion, qu'on n'est pas obligé à avoir tous les mêmes pensées. Et on va jamais réussir à supprimer même des idées qui sont un peu, pas peu réalistes, mais il faut donner un forum pour ça. C'est important, parce que si on supprime, ça va se passer dans le secret. Ça va s'organiser, ça va devenir violent. Et c'est ce qu'on voit maintenant, même dans les démocraties modernes. La violence entre policiers et manifestants, c'est choquant quand même. Et comment la police traite leur propre peuple en tant qu'ennemi presque. Et pour eux aussi, c'est devenu dangereux. Donc il y a une tension dans la société parce que, et ça je trouve c'est le plus important, le peuple ne fait plus confiance aux autorités. Et ça, ils ont raison. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Ils ont raison de ne pas faire confiance, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc des fois, les décisions sont bonnes, mais on ne sait pas, parce qu'ils ne vont pas nous dire. Et c'est ça qui est, vous voyez, c'est pas seulement liberté de la presse, mais là, on voit aussi pourquoi c'est tellement important d'avoir la liberté de la presse et accès aux informations, parce que comme ça, les citoyens peuvent vérifier, ah, voilà les preuves, voilà les discussions, non, il n'y a pas de conspiration, c'est bon, on peut faire confiance. Ou oui, peut-être il y a des points, il faut critiquer, il faut discuter, trouver un compromis, mais si on ne sait plus, si tout est protégé par le secret, bah là, il y a aussi les théories conspiratoires qui commencent à exagérer, et puis c'est des développements dans la société qui sont très très dangereux. C'est pour ça que ce cas est tellement important, parce que c'est vraiment un cas de test pour nos sociétés. Et ce qu'on voit maintenant, peut-être encore ce que j'aimerais dire, que après donc une décennie de violation de garanties judiciaires, tout d'un coup, en janvier 2021, la juge dit on ne va pas extrader Assange. Il y a déjà, on dit oui, voilà, l'état de droit, quand il fonctionne, tout va bien. Mais là, il faut être très, très prudent. Parce que les Américains qui demandent l'extradition, ils sont conscients qu'il y a 3 étages dans cette procédure juridique. Il y a la première instance, il y a la deuxième au High Court, il y a le Supreme Court, peut-être encore la Cour des droits de l'homme à Strasbourg. Donc peut-être 4 échelles. Pour eux, ils planifient ça de long terme. Pour eux, ce qui est important, c'est le résultat à la fin. Et je sais que pour les non-juristes, peut-être c'est difficile à le comprendre, mais c'est pour ça que c'est important de l'expliquer très facilement. La première instance décide que tout ce que les Américains ont reproché à Assange est justifié. Donc, que la publication des secrets, même si c'est des preuves pour les crimes de guerre, c'est un crime, il n'y a pas de justification de l'intérêt public. C'est pas du journalisme, c'est pas protégé par la liberté de la presse, c'est de l'espionnage. Et puis, la seule raison pour ne pas l'extrader, c'est des raisons de santé personnelle, parce qu'il y a un risque de suicide, à cause des conditions de détention aux États-Unis. Maintenant, avec ça, ils ont assuré que Assange ne fasse pas appel à la deuxième instance. Parce qu'ils savent, la première instance va décider, de toute façon, une des parties va faire appel à la deuxième instance. La partie qui fait appel décide quelles sont les questions qui vont encore être discutées par la deuxième instance.
Si Assange avait fait appel, la deuxième instance aurait dû discuter de la liberté de la presse, des droits de l'homme, des crimes de guerre et tout ça. Il ne voulait pas ça. Il voulait finir avec ça. Donc il voulait discuter des conditions de détention aux États-Unis et des risques de santé pour Assange. Pourquoi? Parce que les conditions de détention, c'est dans le contrôle des Américains. Ils peuvent tout simplement faire des garanties. Donc la deuxième instance va dire, bon, ok, on est d'accord quand même, les conditions de détention, c'est problématique. Qu'est-ce que vous dites les États-Unis? Bon, ok, on fait des garanties. Donc ils ont les moyens de résoudre. Le reste, liberté de la presse, droits de l'homme, tout ça, ils ne peuvent pas résoudre. Donc ils veulent que uniquement ça soit discuté. C'est pour ça que c'est intentionnel qu'ils ont refusé, sous première instance, l'extradition d'Assange pour que c'est les Américains qui fassent appel et pas Assange. Parce que décider, ça va être dans la troisième instance. Donc, les Américains ont fait des garanties qui ne vont pas mettre Assange dans le pire des supermax. Donc, ils ont des dizaines de supermax, mais dans le pire qui était toujours discuté comme exemple, ils ne vont pas le mettre là. Et ils ne vont pas le mettre dans le régime de so-called Special Administrative Measures, qui est le plus strict isolement. Mais ils ont d'autres régimes d'isolement qui sont comparables, mais qui ne sont pas imposés par le gouvernement fédéral, mais par le gouvernement étatique. Juste pour dire, ils ont plein d'alternatives. Et puis, ils ont garanti encore que Assange pourra purger sa peine en Australie. Tout le monde soulagé, mais il y a encore un petit addendum. Après la fin de tous les remedies, donc les appels, les moyens d'appel qui existent pour ce jugement. Et ça, jusqu'au Supreme Court aux États-Unis, ça peut durer 20 ans. Donc, en fait, ils ont fait des garanties sans faire des garanties. Si la deuxième instance, la Cour, le réalise, ils vont dire oui, on va quand même pas extrader Assange parce que les garanties sont pas suffisantes. De nouveau, Assange va pas faire appel parce qu'il n'est pas extradé, mais ces Américains, oui, qui font appel à la Cour suprême, et là, ils vont faire les grandes garanties. Et la Cour suprême peut dire, ok, alors c'est résolu, on peut l'extrader. Et pendant toutes ces années, il va rester à Belmarsh. Évidemment. Et puis après, après Assange fait appel à la Cour des droits de l'homme, il peut uniquement faire appel par rapport au point qui a été discuté par la Cour suprême, qui est, est-ce que les garanties américaines sont crédibles ou non? La Cour à Strasbourg ne peut pas dire qu'on ne croit pas aux Américains. Vous voyez? C'est très malin. Donc, ce qui est important, c'est que les avocats d'Assange, dans chaque procédure, ils fassent un so-called cross-appeal, qui répondent à l'appel avec leur propre demande pour porter toutes ces questions jusqu'au dernier niveau. Parce que là, ils peuvent après faire appel à la Cour à Strasbourg des droits de l'homme. Et si là, ils parlent des droits de l'homme et ces risques-là, et la liberté de la presse, il n'y a aucune chance qu'il va être extradé par Strasbourg. Donc c'est extrêmement important stratégiquement que les avocats d'Assange transportent ces questions jusqu'au dernier niveau juridique. Ils ont encore les moyens de faire ça dans la procédure actuelle? Ils ont essayé déjà, et puis les autorités britanniques ont dit oui, on fera ça après. Ils essayent d'éviter, mais je pense qu'ils ont compris quel est le risque. Donc ça va être difficile pour les Anglais de complètement le supprimer. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer. On verra. La prochaine audience est le 27-28 octobre à Londres, la Cour d'appel. Est-ce qu'ils vont justement confirmer le jugement de la première instance et passer, comme on dit, la patate chaude au Supreme Court, ou est-ce qu'ils vont renvoyer ça à la première instance pour prolonger la procédure, dire oui, il y a eu des irrégularités dans la première instance, donc on refait la première instance pour prolonger ça à l'indéfini, aussi longtemps qu'Assange est en prison. Ils ne sont pas pressés.
La deuxième possibilité de raccourcir ça, c'est de demander à la Cour des droits de l'homme à Strasbourg d'imposer qu'il soit relâché et remis en résidence surveillée. Parce que là, il aura accès aux médias et à la profession, il pourra exercer sa profession. Et là, les autorités vont être beaucoup plus pressées à venir à une fin avec cette procédure. Mais en effet, aussi longtemps que le public ne se réveille pas et que les médias du mainstream ne réalisent pas que c'est leur liberté qui est en question. Et aussi, chaque citoyen, chaque citoyenne ne réalise pas que c'est leur droit qui est en question ici. Que c'est un précédent contre nos propres droits, de chacun, chacune d'entre nous. Aussi longtemps qu'on ne réalise pas ça, et l'opinion publique ne change pas, les gouvernements ont un libre jeu, carte blanche, à imposer et consolider leur puissance et leur contrôle sur chaque aspect de nos vies. Est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose? J'espère que ça ne va pas se réaliser. Nils Melzer, merci beaucoup. Merci à vous.